Chers amis, que vous dire de plus? Que vous dire de plus après les interventions auxquelles vous venez d'avoir droit? Que vous dire de plus après avoir entendu Eduardo lancer cette réunion de mobilisation? Que vous dire de plus après avoir entendu le duo de génération et de talent que constituent Monique et Smaïl? Que vous dire de plus après avoir entendu Jean-Paul nous faire passer cette passion de la région? Que vous dire de plus après avoir entendu la fougue, l'énergie et le bilan porté par votre président Vincent Eblé? Que vous dire de plus que de vous dire bonsoir, bonsoir aux députés qui sont là et que je salue pour le travail incroyable qu'ils font. Bonsoir à notre sénatrice, bonsoir à notre premier secrétaire et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont ici ce soir pour rentrer dans 3 jours où je vous appelle à un véritable devoir de révolte. Oui, chers amis, comment rester insensible et aborder ces élections départementales, et j'y viendrai dans quelques instants, sans avoir, comme ça a été dit il y a quelques instants, une pensée émue pour nos amis, nos frères tunisiens. Et croyez-moi que pour moi, enfant né en Tunisie, je sais ce que représente ce peuple pour nous tous, parce qu'on le sait bien, aujourd'hui la Méditerranée est une mer intérieure. Et nous savons aujourd'hui pourquoi ils ont été attaqués, pourquoi ils ont été frappés. Ils ont été frappés parce que le terrorisme n'aime pas la démocratie. Ils ont été frappés parce qu'ils ont démontré qu'après le printemps arabe, il y avait une possibilité pour les femmes et les hommes de redécouvrir la liberté, la démocratie, d'offrir entre les hommes et les femmes la parfaite égalité, de se doter d'une constitution, véritable arme pour remettre la Tunisie dans les pays et dans le camp de la démocratie. Et si je veux commencer par eux ce soir, c'est que nous sommes solidaires à la fois dans les valeurs, nous sommes solidaires dans l'affection, nous sommes solidaires dans la peine, mais nous sommes aussi solidaires dans le sang. Parce qu'en parlant de la Tunisie ce soir, comment ne pas avoir une pensée pour celles et ceux qui ont été tués sur le territoire de France? Comment ne pas avoir une pensée pour ces journalistes, pour ces policiers, pour nos compatriotes juifs qui ont été les uns et les autres assassinés, les uns parce qu'ils étaient les artisans de la liberté, les autres parce qu'ils étaient les artisans de la police qui protège et de la sécurité qui est indispensable pour tous, et les derniers qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, comme si l'on voulait empêcher les Français, au sein de la nation française, au sein de la République française, d'afficher haut et fort leur volonté de vivre ensemble, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, comme s'ils voulaient menacer, comme s'ils voulaient fracasser ce modèle républicain qui nous est tellement envié dans d'autres pays. Et je vous le dis ce soir, en ayant une pensée émue pour un enfant de la Seine-Saint-Denis, Ahmed Merabet. Ahmed Merabet est le policier qui a été achevé sur un trottoir du boulevard Richard Lenoir. Ahmed Merabet vivait à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Et je dois vous dire que je n'oublierai jamais, jamais, ce dimanche 11 après-midi où, après avoir participé avec bon nombre d'entre vous à cette magnifique manifestation, je me suis rendu avec notre président de la République, François Hollande, à Livry-Gargan, pour rencontrer les frères et les sœurs d'Ahmed Merabet et sa mère. Sa mère qui nous a reçus dans sa tenue de femme algérienne, cette femme qui est venue avec son mari il y a plus de 40 ans pour nous aider à reconstruire ce pays, cette femme qui avait donné des enfants à la France de culture musulmane et à qui on expliquait que c'était au nom d'une interprétation de la religion que son enfant était mort.
Oui, chers amis, au nom d'Ahmed Merabet aussi, au nom des Tunisiens, au nom de toutes celles et tous ceux journalistes, policiers, compatriotes juifs qui sont morts, je revendique le droit de révolte pour dire à toutes celles et tous ceux qui pensent aujourd'hui s'abstenir que l'on n'a pas le droit de s'abstenir quand des femmes et des hommes meurent parce qu'ils représentent la liberté. On n'a pas le droit de s'abstenir quand des femmes et des hommes, au-delà de nos frontières, aspirent à la liberté. On n'a pas le droit de s'abstenir quand nous avons la chance d'être ici, en France, dans le cadre de la République française. Et s'ils veulent entretenir cette République, s'ils veulent émettre au monde ce message de démocratie, je leur dis, quelle que soit leur impatience, quelle que soit leur désillusion, quelle que soit leur souffrance, ils n'ont pas le droit de s'abstenir parce que la démocratie, ça s'entretient. La démocratie, c'est cette petite graine que l'on arrose à chaque élection pour qu'elle puisse à la fois grandir, pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse échapper à toutes les tentations. On n'a pas le droit de s'abstenir. Et l'on n'a pas le droit de voter Front National quand on est amoureux de la République. Moi, je vous le dis, je n'accepte pas ces propos quelquefois bien pensants en disant « mais ils votent Front National parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont dans des territoires qui connaissent des difficultés. » Mais comment peut-on combattre les difficultés en rejetant l'autre? Comment combattre les difficultés en expliquant que c'est de la faute de l'immigré, celui qui n'a pas la bonne couleur, celui qui n'a pas la bonne religion? Comment pourrions-nous accepter qu'un certain nombre de nos compatriotes qui vivent dans une démocratie acceptent de se tirer une balle dans la tête et au nom d'une souffrance que je reconnais, j'y reviendrai tout à l'heure, puissent donner la moindre voix à l'extrême droite? Chers amis, on nous dit ils ont changé. C'est vrai, pendant que Madame Le Pen essaye de ripolliner la façade, le père continue à approvisionner les rayons. Pendant que Madame Le Pen nous la joue sœur sourire, le père continue à éructer. Écoutez-les. Écoutez-les. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire moi-même l'expérience. J'ai refusé, et j'assume, qu'à l'Assemblée nationale, le jour où l'on célébrait l'anniversaire de la libération des camps, un certain nombre de journalistes qui ne devaient pas avoir tout leur esprit ce jour-là avaient décidé de remettre un prix à un maire Front National. J'ai dit non. J'ai dit non et j'assume. Et qu'a trouvé comme réplique Monsieur Le Pen sur une chaîne qui, paraît-il, lui appartient sur Internet? Il a dit « Barthelone, il est né en Tunisie, est-ce qu'il est vraiment français ?» Oui, chers amis, dites-le à celles et ceux qui, quelquefois, osent aujourd'hui parler, s'expriment en disant « je suis insatisfait, ni droite ni gauche ». On les a tous essayés, donc j'ai essayé le Front National. Comment peuvent-ils, alors que nous avons le bonheur, la joie d'avoir célébré cette année le 70e anniversaire du débarquement, comment peuvent-ils, en ayant en tête ce qu'a pu être cette France menacée, torturée, brisée par l'extrême droite, comment peuvent-ils avoir cette tentation? Et comment aujourd'hui la droite, qui se dit républicaine, ose courir sur ces chemins tordus, sur ces chemins qui menacent notre démocratie, sur ces chemins qui fracassent le vivre ensemble de la République? Comment peuvent-ils? Quand je pense à M. Sarkozy, comment il avait essayé de nous le faire à la télé, j'ai changé. 2 secondes, le temps du générique. Et malheureusement, l'original est très vite réapparu. Vous l'avez entendu? En train de courir après Madame Le Pen. Vous l'avez vu? Essayant de rattraper dans l'ignoble les propos de l'extrême droite. La dernière qu'il nous a sortie, eh bien même heureusement, un certain nombre de gens de l'UMP ont osé dire
ce n'est pas notre France. Quand je l'ai entendu venir apporter son soutien au maire de Châlons, qui a dit « maintenant c'est terminé, à la cantine, quand il y a du porc, c'est du porc, ou sinon rien ». Et ça au nom de la laïcité? Mais quelle insulte pour la laïcité! Quelle insulte pour les militants de la République que nous sommes! La laïcité, elle n'a jamais été punitive. La laïcité, c'est une liberté. La laïcité, c'est cette capacité que nous offre la République de vivre ensemble, quelle que soit notre opinion, quelle que soit notre religion, de vivre ensemble et de pouvoir pratiquer ses pensées ou cette religion en étant respectueux de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose de nouveau? Dans cette période où les Français attendent tant de la droite républicaine qu'elle puisse dire à nous, la gauche, ce qu'elle ferait de différent par rapport à la politique que nous menons, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de nous faire le coup de l'islam, de l'immigré, de l'autre, du danger, en mélangeant nos compatriotes de confession musulmane avec les terroristes, en induisant dans la société française le fait que celui qui est différent pourrait être une menace pour la République. Et quand le chef s'y met, les autres suivent. Darmanin. Darmanin qui vient de s'illustrer encore ce soir. Il a décidé de sauver les finances de sa ville et refuse une subvention de 250 € à la Ligue des droits de l'homme. Darmanin, qui a osé dire de notre ministre, Christiane Taubira, c'est un véritable tract pour le Front National. Mais qu'il aille au bout, pourquoi il dit cela? Parce qu'elle est femme? Parce qu'elle est noire? Ou parce qu'elle est tellement intelligente qu'elle leur fait peur? Les trois à la fois, chers amis. Et vous avez eu raison de l'inviter. Et elle reviendra, elle me l'a dit. Et vous avez raison de l'avoir invitée pour être autour d'elle, pour dire ici qu'en France, ici à gauche, quand on a la chance d'avoir une femme comme Christiane Taubira, on se dit « c'est beau la République, c'est beau la France ». Et je voudrais qu'il y en ait tant des Christiane Taubira. Chers amis, c'est aussi de cela dont il est question au cours de cette élection. Bien entendu, on va nous dire « mais les départementales, les gens ne savent pas ce que c'est ». On y reviendra tout à l'heure. Moi, je leur dis, quand il y a une élection, on vote. Quand on est républicain, on vote. Quand on veut du vivre ensemble, on vote. Et c'est de cela dont il est question. Chers amis, j'ai évoqué l'extrême droite, j'ai évoqué la droite, qui se devrait d'être républicaine. Mais ce qui est derrière tout cela aujourd'hui, c'est de savoir si nous décidons, si nous voulons vivre ensemble, ou si nous acceptons cette idée saugrenue de vivre les uns à côté des autres, sans se voir, sans s'entendre, sans s'écouter, sans se parler. C'est de cela dont il est question. Alors, aujourd'hui, on nous dit, oui, mais est-ce qu'on peut avoir un débat politique alors qu'il y a de tant de difficultés? Mais justement, c'est parce que nous connaissons des difficultés qu'il faut être capable de parler. Et moi, je vous le dis, hommes et femmes de gauche, hommes et femmes socialistes, il faut d'autant plus parler que les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger. Du sol au plafond. Souvenez-vous encore ce que l'on vous disait avant le 11 janvier sur notre président de la République. Il vous susurrait, les gens de droite, ah là là, mais l'élection présidentielle, vous êtes fait avoir, il n'est pas à la hauteur, il ne sait pas, il n'est pas connu au niveau européen, au niveau international. Depuis le 11 janvier, quel est celui qui viendrait vous tenir un tel propos? Après avoir vu le président de la République entouré de tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient autour de lui le 11 janvier, après avoir entendu et vu le président de la République trouver les mots, trouver les comportements, trouver les gestes pour faire comprendre à la France qu'il était là pour essayer de nous faire vivre ensemble, de nous protéger et de nous donner envie et le goût de la République. Quel est celui
Qui aujourd'hui ne pourrait pas reconnaître que les choses bougent, y compris au niveau européen. Et là, je dois vous dire que j'ai été certainement le premier, quelquefois, y compris un certain nombre de mes camarades socialistes m'ont engueulé en disant les 3%, c'est pas possible. On ne peut pas avoir l'Europe qui présente simplement des chiffres, des règles, une punition comme projet, alors qu'il y a tant envie dans tous les pays européens de retrouver cette Europe de la philosophie, cette Europe du projet, cette Europe de l'avenir. Et j'y pensais encore autour de tous les chefs d'État qui représentaient les pays qui avaient participé au débarquement. Je pensais à tous nos aïeux qui ont construit cette Europe pour nous offrir l'Europe de la paix. Et nous, quelle est l'Europe que nous allons offrir à nos enfants? L'Europe du chômage? L'Europe du racisme? L'Europe qui ne protégerait pas l'environnement? L'Europe qui ne serait plus un modèle au niveau des sociétés? Non, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Lorsque j'entends la Banque centrale européenne et son président Draghi dire on va mettre 1100 milliards pour acheter des dettes, pour participer à la relance, lorsque j'entends M. Juncker dire non, il faut qu'on repense maintenant à l'investissement parce qu'on ne peut pas connaître l'Europe de la déflation, lorsque j'entends un certain nombre de voix, de peuples qui, comme les Grecs, comme les Portugais, disent on ne peut plus continuer avec l'Europe de la règle, mais il faut réinstaller l'Europe de l'espérance. C'est nous, chers amis, c'est nous, Français, autour du président de la République, après les dernières élections présidentielles et législatives, qui avons commencé à susurrer cette musique, cette chanson, pour que l'Europe redevienne une espérance et pas une Europe des punitions. Et ça bouge, ça bouge. Regardez au niveau de l'environnement, où il y a encore quelque temps, on nous disait, certes, la France va avoir la joie d'accueillir la COP 21 à Paris. Non, en Seine-Saint-Denis, au Bourget. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec les Américains? Qu'est-ce que vous allez faire avec les Chinois? Qu'est-ce que vous allez faire avec les Indiens? Ça bouge. Personne ne l'a assez remarqué. La dernière fois où le président chinois et le président Obama se sont rencontrés, ils ont pris des engagements, certes pas dans un cadre international, sur la question de l'environnement. Parce que aux États-Unis, ils commencent à se rendre compte quand même que ces cyclones qui se répètent, c'est pas simplement du fait du manque de chance. C'est à Pékin, quand d'un seul coup ils se rendent compte que les habitants de Pékin ne peuvent plus revoir le soleil que sur le grand écran qui est sur la place Tiananmen, ils se disent eux aussi qu'il se passe quelque chose. Et je le dis à mes amis députés, dans quelques semaines, nous allons recevoir les Indiens, une délégation indienne, parce qu'eux aussi, ils veulent nous rencontrer pour évoquer cette histoire de la protection de l'environnement, parce qu'eux aussi, ils se rendent compte que c'est une question qui ne peut pas être passée sous silence. Ça bouge au niveau européen, ça bouge sur la transition énergétique. Et chers amis, ça bouge aussi au niveau économique, au niveau français. D'ailleurs, pourquoi ils ne parlent pas de leurs propositions? Parce qu'ils savent très bien, le Sarkozy et compagnie, qui nous ont laissé une suppression de 800 000 emplois en 10 ans, d'emplois industriels, qui nous ont laissé, et Vincent l'évoquait il y a quelques instants, un stock de 612 milliards, qu'ils ont fait un chèque de 75 milliards pour les plus fortunés dans le cadre du bouclier fiscal, qui nous ont laissé une France émiettée, une France séparée, une France divisée qui avait perdu l'espoir. Et nous n'avons pas refusé nos responsabilités. Et nous, malgré les difficultés, nous avons demandé à chacun de nos compatriotes, à chacun d'entre vous, un effort pour reconstruire le pays, un effort pour reconstruire notre industrie, un effort pour reconstruire nos entreprises. Parce que comment la France pourrait-elle être écoutés au-delà de ses frontières si nous étions simplement ressentis comme un pays qui n'avait plus cette capacité de recherche, qui n'avait plus cette capacité de penser, qui n'avait plus cette capacité de produire, qui n'avait plus cette capacité d'innover. Et regardez, depuis quelque temps, l'on voit bien que la conjoncture pourrait permettre une amélioration. Depuis quelque temps, on voit bien qu'après la période de l'effort, comme souvent a eu l'occasion de le dire
le président de la République, l'on va pouvoir mieux définir ce projet pour la France, que nous avons commencé à dessiner à grands traits, mais une France de la transition énergétique, une France de la reconstruction industrielle, une France où la jeunesse retrouve de l'espoir, une France où l'école de la République a de nouveau les moyens d'éduquer ensemble, dans l'école de la République, tous les enfants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quelle que soit la religion de leurs parents, quel que soit le département, le territoire urbain ou rural où ils habitent. Et on va leur laisser tout ça. Et on va leur laisser tous ces efforts qui ont été effectués pour de nouveau recommencer les inégalités, les souffrances. Quand je les entends et demander aux députés et aux sénateurs, lorsqu'on évoque cette nécessité de faire 50 milliards d'économies pour ne pas laisser un stock de dettes à nos enfants, quand je les entends lorsque le gouvernement prend la décision de dire on ne peut pas demain devoir payer des intérêts supplémentaires à toutes les agences qui nous prêtaient jusqu'à présent de l'argent en achetant de la dette, quand je les entends protester en disant c'est pas assez, c'est pas 50 milliards, c'est 100, 120 milliards, je leur dis mais où vous allez les prendre? Vous dites 120 milliards d'économies, dans le même temps vous nous dites qu'il faut augmenter le budget de la défense. Vous nous dites 120 milliards d'économies et dans le même temps vous nous dites il faut baisser les impôts des plus riches. Vous nous dites 120 milliards d'économies et vous ne nous expliquez pas où vous ferez les économies parce que vous ne voulez pas dire une nouvelle fois, comme toujours lorsque la droite est au pouvoir, que ce sont les retraités, les salariés, les chômeurs qui paieraient la dette, que ce sont de nouveau ces fameuses lettres RGPP qui seront d'actualité avec moins d'enseignants, moins de protection sociale, moins de services publics, moins de moyens pour donner de la force à ces services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Oui, chers amis, pour celles et ceux qui vous disent « je vais m'abstenir, je vais voter pour protester », allez leur dire « nous sommes en train de sortir la France de l'ornière, nous sommes en train de la sortir de cette ornière creusée par les 10 ans de présence de la droite au pouvoir. Et alors que nous sommes en train de cet effort, est-ce que l'on va laisser le volant à Sarkozy et à quelques-uns de ses amis qui se battent d'ailleurs pour savoir celui qui va être le conducteur pendant que l'autre devrait être le pilote, mais en plus, ça sera direction le futur. Direction le futur pour nous, le passé pour eux. Quant à l'extrême droite, ils disent allez, pour vous aider, on va vous mettre dans le décor. C'est le moment où il faut réagir. Et je vous le dis, cette élection départementale, elle doit être un tour de chauffe pour préparer, bien entendu, les régionales du mois de décembre, mais déjà en ayant en tête les élections présidentielles et les élections législatives. Chers amis, ça doit être aussi un tour de chauffe où on doit parler les yeux dans les yeux à nos partenaires de gauche. Les yeux dans les yeux, et en ayant bien entendu le vote utile dès le premier tour des élections départementales, on a voté un texte qui dit « tout candidat qui ne fait pas 12,5% des inscrits au premier tour ne peut pas participer au deuxième ». C'est-à-dire qu'imaginons qu'il y ait, par malheur, 50% d'abstention, parce que vous imaginez, après tout ce que je vous ai dit, que je souhaite qu'il y ait le plus de votants possible, il faut faire 25% au premier tour pour être qualifié au deuxième tour. Et j'entends celles et ceux qui, Parti communiste, quelquefois écologistes, chez nous en Seine-Saint-Denis, ils ont passé un accord comme quoi on peut discuter et on peut persuader de temps en temps. Mais je dis à celles et ceux qui n'ont pas voulu se rassembler autour du candidat de gauche le mieux placé pour gagner, une fois que la gauche sera éliminée du premier tour, une fois qu'ils auront expliqué à leurs militants qu'ils ne peuvent pas voter socialiste au premier tour pour permettre à un territoire de rester à gauche, ce sera plus facile de voter UMP pour se protéger du Front National. Ce serait plus facile de voter à droite que de voter pour une gauche qui agit et qui permet de changer. Oui, chers amis, non seulement aujourd'hui il faut expliquer aux écologistes, aux communistes qu'ils peuvent disparaître de la carte départementale, mais il faut leur dire que non seulement on a la parole, mais on a le geste
pour renforcer notre position. Et le geste, c'est de voter partout pour le candidat socialiste qui permettra de qualifier la gauche pour le deuxième tour et de triompher de la droite et encore plus d'éliminer le Front National du paysage politique français. Et j'en viens au départemental. Ce n'est pas la moindre des choses. Vincent a eu l'occasion de vous le dire, de vous l'expliquer, comme nos candidats ont eu l'occasion de le proclamer. Que nous demandent les Français? Ils nous demandent de pouvoir être protégés. Et comment pourraient-ils être protégés par une droite qui propose de diminuer, comme ils l'ont fait avant la victoire de Vincent, les efforts pour les collèges? Comment pourraient-ils être protégés par une droite dont le seul objectif est de menacer les services publics, dont le seul objectif est de permettre une nouvelle fois à celles et ceux qui ont tout de pouvoir bénéficier de tout, et ceux qui ont moins de pouvoir bénéficier de rien? C'est aussi de cela dont il est question. C'est aussi de cela dont il est question au moment du choix que vous aurez à faire les 22 et 29. Alors, chers amis, je vous le dis, il y a des moments où on peut se faire de nombreux plaisirs en une seule fois. N'y voyez pas une connotation érotique. Non, de bons et de nombreux plaisirs en une seule fois d'une manière démocratique, en votant pour les candidats socialistes. Ici, vous rendrez service bien sûr à toutes les villes du canton de Ponto-Combo. En votant et en vous faisant plaisir, vous donnerez un sacré coup de main à la Seine-et-Marne. En votant et en vous faisant plaisir, vous soutiendrez le redressement de la France. En votant et en vous faisant plaisir, vous donnerez un sacré coup de main à la République. En votant et en vous faisant plaisir, vous enverrez un signal d'espérance pour tous les peuples qui nous regardent et qui se disent quelle chance ils ont, les Françaises et les Français, de pouvoir voter. En votant et en vous faisant plaisir, vous donnerez encore plus de force à ces mots magnifiques de liberté, égalité, fraternité. Oui, chers amis, en votant et en vous faisant plaisir, on pourra dire encore et plus fort ensemble: vive la Seine-et-Marne, vive la République et vive la France. Les candidats, vous venez nous rejoindre. Les candidats titulaires, les candidats remplaçants, vous venez tous ici.